Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre hebdo-journal. Au sommaire de celui-ci, le clap d'or au collège. Ensuite, remise des diplômes au lycée. Nous partirons donc à l'inauguration des locaux de Casa Service Machine et nous vous parlerons du Fraternibus qui a séjourné au Cateau. Ensuite, nous rejoindrons l'Assemblée générale de la Ligue du Nord du tir sportif et nous finirons par l'Assemblée générale de Zik en stock. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Partons donc au concours Je filme le métier qui me plaît. Le collège Jean Rostand participait à ce concours. Objectif, un clap à tout prix. À l'arrivée, un clap d'or. On notera que Madame Bisson fait partie des professeurs encadrants du concours. Au passage, vous noterez que le collège Jean Rostand a reçu ce clap d'or. Il a bien emporté et ils ont reçu en cadeau une caméra 4K. Et chaque jeune a reçu une montre connectée. Ce concours se passait donc dans la région et ce n'est pas Monsieur Mathieu Hirtoum que nous avons reçu sur notre plateau qui démentira. Vous verrez la joie dans les visages de ceux qui ont participé. Reportage Claude Delcourt. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. À mes côtés, j'ai Monsieur Hirtoum, professeur d'anglais, qui va nous en dire plus sur un concours qui s'appelle Clap d'or, c'est ça? Alors, le Clap d'or, c'est la récompense. Le concours s'appelle Je filme le métier qui me plaît. Voilà, exactement. C'est un concours national qui a lieu tous les ans et où à peu près 2000 établissements présentent des projets. Et nous avons la chance depuis 7 ans maintenant, c'est la 7e année, d'arriver à chaque fois en sélection officielle. Et nous avons eu la chance de remporter 4 fois un clap, 3 de bronze, 1 d'argent et finalement 1 d'or il y a quelques semaines. Alors, quel est le principe de ce concours Je filme le métier qui me plaît? Alors, le principe du concours, c'est très simple, c'est d'inviter une classe, un groupe d'élèves à proposer un métier, à proposer un film de 3 minutes, un court-métrage de 3 minutes, c'est la règle, sur le métier qui leur plaît. Alors les catégories sont vastes, ça va de l'agriculture à l'artisanat, au métier des nouvelles technologies, à l'immobilier. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de participants. La règle c'est 3 minutes et le plus informatif possible. Alors nous allons dans un instant voir l'un de ces clips. L'un de ces courts-métrages, comme on dit. Court-métrage. Il concerne la bijouterie Pio. Pourquoi avez-vous choisi le métier de la bijouterie? Alors, le métier de la bijouterie, parce que, en fait, nous essayons de choisir des savoir-faire locaux, de montrer qu'au Cateau, on a des artisans qui aiment leur métier, qui sont prêts à faire partager leur savoir-faire avec les enfants. Et ce fut le cas, puisqu'on a déjà travaillé avec le brasseur, Grégory Maufroy, on a déjà travaillé avec Nicolas Cellier qui est tatoueur, on a également travaillé avec Monsieur Jeannot, le cordonnier, et puis là avec Madame Pio, la bijoutière. Donc en début d'année, on fait un vote avec les élèves et on essaye de définir le métier qui va intéresser le plus de monde dans la classe. Et puis au final, on essaye quand même de rester local parce que les déplacements peuvent représenter un problème. Donc si moins on va loin, mieux c'est, et puis ça tombe bien parce qu'on a plein de belles choses à faire voir chez nous. Alors il y a aussi un aspect pédagogique. L'aspect pédagogique, oui. Alors le premier aspect, c'est l'aspect orientation, parce que ce sont des élèves de 3e qui cherchent leur voie professionnelle pour la suite. Ça leur permet de découvrir un métier, ça leur permet de partager et d'apprendre des choses sur le monde du travail également. Et puis, d'un autre côté, ça leur apprend à être formés sur le montage, la prise de son, la prise de vue, et ça leur apprend à réaliser un film, ce qui pourra, j'en suis certain, leur servir dans l'avenir. C'est de la communication, en effet. Combien y avait-il de participants? Alors, l'an dernier, 25. Le nombre de... Vous voulez dire dans ma classe? Oui, dans votre classe, dans oui. ma classe, 25, et c'est à peu près, en moyenne, c'est le nombre d'élèves que j'ai chaque année et qui participent. Voilà. Alors, avec différentes tâches, il y en a qui se focalisent plus sur l'écriture du film, d'autres qui sont plus intéressés par les aspects techniques, comme la prise de son ou la prise de vue. Et puis, chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Alors, puisqu'on parle de participants, combien y avait-il de participants au total pour ce concours qui est national? C'est bien ça? Alors,
Il y a au départ, on peut le voir sur le site de parcoursmétier.tv, il y a parfois 5000 projets qui sont proposés. Alors il y a parfois plusieurs projets par établissement également. En gros, 2000 projets, je pense, sont terminés dans les temps et en respectant les contraintes. Et puis après, il y a une sélection officielle qui est faite. Sélection officielle qui comprend généralement aux alentours de 700 courts-métrages, voilà, sur l'ensemble de la France. Et des départements d'outre-mer, et aussi des lycées français à l'étranger. Parfait. Tout de suite, nous allons découvrir donc le court-métrage concernant le métier de bijoutier. Et nous allons rencontrer Madame Pio. Aurum, numéro atomique 79. Argentum, numéro atomique 47. Au commencement, l'or et l'argent. Alchimie, recherche de la pierre philosophale afin de faire naître à partir de métaux-vils le métal le plus précieux de tous. École Nicolas Flamel, École Boulle, École du Louvre, 3 lieux qui préparent à ce métier d'art. Bijoutier, joaillier. À l'abri dans sa blouse en coton, l'artisan travaille les métaux précieux. Le charbon permet l'alliance entre les particules métalliques afin d'obtenir la soudure. Dans l'acide chlorhydrique, le métal s'affranchit de ses imperfections pour apparaître dans toute sa pureté. Ayez garde au mercure. Veillez à protéger l'or de son ennemi qui le ronge. Les outils, alliés si précieux, épaulent l'artisan dans sa quête de minutie. Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, les 4 précieuses apportent leur éclat et leur lumière. Les perles de culture et les autres gemmes fines embellissent également le bijou. Différentes spécialisations se marient dans la création. Il y a plusieurs métiers dans le métier de bijoutier. Vous avez donc le bijoutier, celui qui va fabriquer. Ensuite, vous avez le polisseur ou la polisseuse. Essentiellement, c'était un métier qui était exercé par les femmes. Ensuite, vous avez le sertisseur. Le sertisseur est la personne qui ne va sertir que les pierres. C'est un métier extrêmement difficile. Vous pouvez sertir des toutes petites pierres, 1/10 de millimètre, ou même encore plus petit. Ensuite, vous avez le lapidaire, celui qui va tailler les pierres, les tailler, les polir, les percer. Vous avez le graveur. Moi, j'ai fait un petit peu de gravure main, mais j'ai appris à graver sur machine, essentiellement. Et ensuite, vous avez le métier de la bijouterie fantaisie aussi. Parfaite doit être l'alchimie entre les matériaux précieux et le savoir-faire de l'artisan. Créativité, goût, minutie et dextérité, patience et vision précise, confiance du client sont des atouts pour la création d'une œuvre originale et unique. Ça m'arrive de travailler aussi le lundi, quand j'ai des colliers à renfiler, quand j'ai des croquis à faire, de la recherche pour une cliente ou un client en dessin de bijoux. Ça prend aussi beaucoup de temps. Son poinçon de maître est le sceau de son expérience et de son exigence. Du premier trait naît le croquis. Originalité. Savoir-faire, imagination. Créativité. Sensibilité. Minutie. Patience. Détermination. Qui s'affine jusqu'à la perfection. Écoutez, félicitations en tout cas, merveilleux film, très beau film, bien réalisé, images parfaites, son parfait bien évidemment, sous-titré en anglais parce que vous êtes professeur d'anglais. Exactement, voilà. Et puis ça compte également dans les règles du concours parce que si les films sont primés alors ils peuvent partir. Après il y a un mini-festival de Cannes sur les films documentaires et si jamais ils partaient pour ce mini-festival de Cannes qui est international, ça peut aider qu'il soit sous-titré. Et puis c'est un super exercice à faire avec les élèves également. Bravo, vous faites rayonner le Cato en tout cas à travers la France et à travers le monde presque. Les élèves. C'est ce que, oui, c'est bien sûr, quand je dis vous, c'est également les élèves que vous féliciterez. N'hésitez pas. Alors, quels sont les projets maintenant? Et puis après, je vous laisse. Alors, les projets pour cette année, on continue. On a formé une nouvelle équipe de Je filme le métier qui me plaît et on va aller filmer à la ferme de Cantraine à Forêt-en-Cambrésis. Chez la maman d'une élève qui est dans la classe, qui fait partie de l'équipe de tournage et qui fabrique des yaourts en maîtrisant les choses d'un bout à l'autre, c'est-à-dire savoir-faire local, de la production de l'alimentation animale
jusqu'au bout de la chaîne, la transformation et aussi la vente. On va terminer cette interview par la question André Biangou. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter de beau? Qu'est-ce que l'on peut me souhaiter de beau? De pouvoir continuer longtemps comme ça. Merci beaucoup, ainsi que vos élèves, bien évidemment. À très vite sur les antennes de Beffrovision. Alors, rendons-nous au lycée avec la remise des diplômes. Dernièrement, au lycée Camille Desmoulins, les bacs pro, CAP et BTS ont été mis à l'honneur pour la remise de leurs diplômes. À la manœuvre, monsieur le proviseur, monsieur Mass. Reportage Claude Delcourt. Alors bonsoir chers cartésiens, cartésiennes, et bien bienvenue ici au cinéma où ce soir les parents d'élèves vont offrir une carte cadeau aux diplômés des bacs BTS, CAP. On est fiers d'eux, on les félicite pour leur parcours de ces 3 années et puis qui sont dans la vie active pour d'autres études où certains ont arrêté, d'autres ils ont été dans d'autres horizons. Ah bah c'est toujours un grand moment pour un chef d'établissement et des équipes pédagogiques de remettre les diplômes officiels de leur baccalauréat et de leur CAP de l'année dernière. Et après, au fur et à mesure de la soirée, des BTS, des brevets de techniciens supérieurs et du lycée général et technologique. Ça me fait d'autant plus plaisir que depuis que je suis arrivé en 2020, c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire et je remercie la mairie de nous avoir mis à disposition le cinéma pour rendre encore la cérémonie un petit peu plus officielle et émotionnelle pour le principe. Je remercie l'ensemble des équipes et des fédérations de parents d'élèves, l'association des parents d'élèves qui vont aussi offrir un cadeau à chaque récipiendaire. Pour fêter entre nous, après, autour de l'amitié, cette belle réussite de nos élèves du Cateau et des communes avoisinantes. Alors on est globalement autour de 80% pour le lycée professionnel et 90% pour le lycée général et technologique. Avec une élève qui a eu une mention très bien et les félicitations du jury, Moselle Pavot, et qui, ça veut dire qu'elle a eu plus de 18 au bac, donc voilà, très très belle réussite. Ah ben maintenant, alors, nous allons un petit peu si je peux me permettre, les questionner pour savoir s'ils continuent leurs études dans l'enseignement supérieur ou s'ils sont en recherche d'emploi ou déjà en emploi. Nos bacheliers professionnels ont intégré des BTS sur le Cateau, sur Cambrai ou certains sur un petit peu plus loin, sur Valenciennes ou le Quesnoy. Et après, il y a une grande majorité de nos élèves de bac général qui ont intégré les universités lilloises, saint-quentinoises, arageoises, valenciennoises. Parlons maintenant de l'inauguration des locaux CASA, Machine Service, ou Service Machine. Samedi dernier, les responsables de l'entreprise CASA Service Machine ont tenu à nous montrer les mutations de l'entreprise. Ainsi, des locaux flambant neufs démontrent la volonté de ces responsables de faire de CASA une entreprise performante qui crée des conditions de travail à visage humain. Les différents intervenants soulignent tous le chemin parcouru par l'entreprise. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Alors je suis Frédéric Azan, je suis le directeur général du pôle machinisme d'Aditam. Bon, ce jour, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour inaugurer alors je dirais le nouveau site du Cateau, qui est en fait l'ancien site qui a été totalement repensé et totalement reconstruit pour la société CASA Service Machine, qui distribue notamment la marque Classe. Bon, qu'est-ce qui a changé ici? Tout et rien. Donc, mais encore. Donc on avait un vieux bâtiment qui était là depuis très très longtemps et sur ce vieux bâtiment, ce qu'on a pris comme décision, c'est de détruire une partie qui était vraiment obsolète, d'en reconstruire une autre partie et de rénover ce qu'il y avait entre les deux. Et aujourd'hui on a une base qui a retrouvé une qualité de confort, d'ergonomie, de qualité de travail, de luminosité, de visibilité clientèle
qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait avant. Et on avait une base sur laquelle on fonctionnait très très bien. Il y avait énormément de clients, c'est connu depuis très longtemps, mais sur laquelle on avait un site qui n'était plus adapté, qui était vieillissant, qui n'était plus adapté à l'activité qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez acquis des nouvelles machines? Alors on n'a pas acquis des nouvelles machines, on a renouvelé plein de choses. Voilà. Voilà. On a, les équipements ne sont plus les mêmes, on a vraiment remis l'ancien site à plat et repensé comment est-ce qu'on pouvait faire de l'ancien, du neuf avec de l'ancien. Et donc du coup, c'est ce que je vous ai dit, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un site dont on est fier, mais qui reste finalement, dans lequel reste finalement l'esprit et en même temps une partie de l'historique du bâtiment. Bon. Alors pour ceux qui veulent venir ici, qui cherchent, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver ici? Ils peuvent trouver tout ce qui concerne les matériels agricoles de marque, notamment Claas, les matériels agricoles, ça va du tracteur à la moissonneuse-batteuse, à l'ensileuse, comme celle que vous avez derrière, et que ce soit la vente de matériel neuf, de matériel d'occasion, la réparation, l'entretien, les pièces de rechange, tout est disponible ici. Alors donc moi si je viens, si je cherche quelque chose, je pourrais trouver. Si vous cherchez quelque chose, si vous êtes agriculteur et que vous en avez besoin, je veux bien vous vendre une ensileuse, je ne sais pas si ça vous servira à quelque chose si vous n'êtes pas agriculteur, mais au global, tout ce dont on a besoin dans le cadre d'une exploitation agricole autour de la marque Claas, on est capable de le fournir ici, que ce soit des machines et du service. Bon, si je cherche une brouette par exemple? Alors si vous cherchez une brouette, on a un magasin qui est capable de vous aussi proposer ce type de matériel parce qu'on vend et on propose tous les équipements d'accompagnement qui entourent le travail d'une exploitation agricole. Donc vous pouvez venir chercher une brouette chez nous. Alors si on vient acheter une machine, est-ce que vous avez des démonstrateurs qui peuvent nous apprendre à manipuler la machine? Alors, on a des commerciaux, on a des techniciens qui maîtrisent très très bien les machines, donc on effectue énormément de démonstrations aussi de matériel. Donc oui, la plupart des gens qui sont ici sont capables de présenter, de proposer et de faire des démonstrations de matériel. Alors on a des démonstrateurs dédiés, mais tout le monde est capable aussi de montrer la manipulation et l'utilisation des machines. Est-ce que vous pouvez nous donner vos horaires d'ouverture? Alors les horaires d'ouverture, ça dépend des périodes. Il y a des périodes pendant la période notamment qui précède ou pendant les moissons, sur lesquelles on a un service qui est quasiment 24 heures sur 24. Par contre, sur des périodes un petit peu plus creuses, on a des heures d'ouverture qui sont relativement normales, mais qui dépendent aussi des différentes périodes de l'année. Donc je ne peux pas vous donner des horaires précis, mais si vous arrivez à 8h le matin, vous avez quelqu'un. Si vous repartez et que vous arrivez à 18h ou 19h le soir, vous avez toujours quelqu'un. Donc on a des plages très très larges. Ah bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire à peu près? Ce qu'on a oublié de dire, en tout cas je vais redire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure de plus, c'est qu'on est très fiers de ce site-là et qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui soit économiquement viable, mais qui en même temps nous permette de mettre en valeur le travail des équipes, les collaborateurs, la marque Claas et l'ensemble des produits qu'on vend et des prestations qu'on est capable de vendre. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre entreprise? De continuer à grandir, de continuer à se développer et de continuer à servir nos clients et à faire en sorte que nos équipes continuent à se faire plaisir en travaillant chez nous. Alors, je suis Gabriel Delory, je suis agriculteur dans le Béthunois et je suis vice-président de la COP et du groupe Advitam. D'accord. Et j'ai la responsabilité du pôle machinisme. Donc c'est ce qui explique votre présence ici aujourd'hui? C'est ce qui explique ma présence, effectivement. Précédemment, vous avez Frédéric Azan qui est le directeur opérationnel et moi pour toute la partie politique et conseil d'administration, décision d'investissement, c'est dans mon rôle. Alors ça sert à quoi votre titre? La base, c'était une coopérative. Donc une coopérative, c'est à la fois ça appartient aux agriculteurs, donc c'est assez mutualiste. Et il y a un fonctionnement qui fait qu'on travaille avec une direction pour tout ce qui est la partie opérationnelle, la marche des affaires, et la partie un peu plus politique, qui est la partie conseil d'administration, décision, suivi du business, suivi des affaires, mais toute la partie financière qui est relativement importante. C'est complexe, hein? C'est assez complexe. C'est un peu particulier notre mode de fonctionnement parce que ça repose sur un binôme et il faut que le binôme fonctionne parfaitement pour que
derrière ça découle et que ça se suive jusqu'en bas au niveau jusqu'à tous les niveaux salariaux de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter à vous? À moi, rien de particulier, c'est à l'entreprise. Moi, je fais ça pas de façon bénévole, mais je fais ça parce que j'y crois. Et c'est ça ma conviction. Je me suis investi là depuis 8 ans dans cette responsabilité, parce que c'est important, hein, ici, rien que la partie machinisme. Si on reprend tout le groupe, c'est 300 personnes, donc c'est énorme, ça fait 180 millions de chiffres d'affaires. Ça mérite qu'on s'y intéresse et je suis heureux de pouvoir participer à ce développement de cette belle entreprise, mais aussi d'être au service des salariés, d'être au service des clients. Je crois fortement qu'on peut apporter beaucoup de choses et puis derrière c'est les agriculteurs, quoi. Je veux dire, nous c'est le monde agricole, c'est ma fibre, leur apporter un certain nombre de services qui peuvent être différents et le machinisme il est là de par les nouvelles technologies, maintenant on fait de la robotique aussi, on vend des robots donc, qui vont travailler dans les champs de façon autonome, donc c'est des nouvelles activités qu'on apporte aux agriculteurs, des nouveaux services. En sorte, vous êtes une personne ressource, quoi. Exactement, c'est presque ça. Mais je ne suis pas tout seul, hein. Moi, je m'appuie sur tout un ensemble de collaborateurs, comme le fait Frédéric, quoi. Enfin, je veux dire, on essaye de trouver, on apporte les solutions, on essaye de répondre au maximum aux besoins des agriculteurs et on essaye de le faire aussi de façon transversale parce qu'il y a la partie, effectivement, vente de matériel agricole dont je m'occupe, mais il y a toute la partie aussi de la coopérative qui est sur la collecte des céréales, qui est sur tout ce qui est engrais, la commercialisation des céréales, donc je l'ai dit, tout ce qui est produits de santé des plantes, ce genre de choses. Oui, donc moi Armel Le Saffre, je suis agriculteur et président du groupe Advitam et de la coopérative Unéal. Alors quel est votre rôle ici? Alors, ici, moi je suis président du groupe qui agglomère tout ce qui est partie machinisme, partie équipement agricole, partie fourniture de ça. Et le pôle agricole, qui représente ici à travers la base qui est ici, est un des plus vieux et des plus importants pôles du groupe Advitam. Donc moi je suis le président du groupe qui regroupe les 6 000 adhérents, les 12 000 agriculteurs, qui s'est diversifié sur pas mal de dossiers, mais notre rôle, nous en tant que coopérative, c'est d'accompagner les agriculteurs dans leur acte de production. Donc ici, quand vous voyez du matériel comme vous avez ici autour de vous, ça fait partie de l'accompagnement de l'acte de production pour les agriculteurs. Ce que je peux dire, c'est que le groupe Advitam, pour vous le situer, on est basé, le siège social est à Saint-Laurent-de-Bangy, à côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Et on est un des plus gros employeurs de la région, puisqu'on emploie plus de 2500 collaborateurs sur le territoire. Et ici, vous avez un exemple d'investissement qui vient d'être réalisé. Et pour avoir donné une idée, c'est à peu près 25 à 30 millions d'euros qui sont investis tous les ans dans les infrastructures du territoire, soit à travers nos sites, c'est-à-dire qu'on a des silos de stockage de céréales, on a des bases comme ici pour le machinisme agricole et une centaine de magasins gamme vert. Gamme vert, vous avez dit? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire l'histoire, on est une coopérative composée de 6 000 agriculteurs. Le cœur du réacteur se situe là. À côté de ça, c'est diversifié dans le machinisme agricole, comme ici, c'est la plus vieille diversification du groupe, parce que ça fait partie aussi de l'outillage agricole d'accompagner les agriculteurs sur leur outil de production. On s'est diversifié aussi dans le négoce, c'est-à-dire qu'on a des clients adhérents, des agriculteurs adhérents et des agriculteurs clients. Et puis on s'est diversifié dans la distribution verte, c'est-à-dire qu'au début, il y a une trentaine d'années, on a commencé avec des petits magasins qui s'adressaient aux agriculteurs. Et bien, au fil du temps, on a grandi et maintenant on est franchisé gamme vert, on a une centaine de magasins sur le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, le Hélène. Alors quand un agriculteur vient acheter une machine, qu'est-ce qui lui fait la démonstration? C'est-à-dire qu'en fait l'agriculteur il est en contact avec un commercial. Le commercial lui présente, lui expose les différentes choses. Et après, à travers la marque que vous avez ici qui s'appelle Classe, ils sont capables de mettre du matériel en démonstration pour une demi-journée, une journée, enfin tout type de matériel, pour que l'agriculteur puisse essayer, s'approprier le matériel, avoir son avis, et ensuite il rentre en relation avec le technicien pour faire l'affaire ou pas, parce qu'il n'y a pas à chaque fois les affaires, mais pour faire l'affaire. Et ici, c'est un centre important également, puisque vous avez les techniciens pour réparer, enfin les réparateurs,
Et bon, il y a des échanges réguliers qui sont... Dans le milieu agricole, le relationnel, c'est quelque chose de très important. C'est des choses qu'il faut qu'on arrive à garder. Que nous, groupe coopératif, c'est notre culture, la relation, l'humain. Et donc ici, comme ces bases qui sont faites, bon, c'est quand même assez... C'est plutôt beau, c'est quand même assez convivial. Ça permet aussi d'entretenir une relation forte entre l'agriculteur, entre le technicien au quotidien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à travers les échanges et l'humain, quoi. On se croirait pas au Cateau. Ah, on se croirait pas au Cateau, sauf que le site existe depuis 1960 et il est entièrement rénové. Et ça fait chaud au cœur. Allez, je vais vous raconter une petite histoire, mais la réalité, en 2018, quelques dirigeants de la CASA étaient venus me voir pour envisager à un moment donné une délocalisation compte tenu des locaux vétustes, compte tenu des problématiques du site. Et nous avions discuté longtemps. Je leur ai dit, faites d'abord une étude pour réimplanter ce site à l'endroit là, hein, puisque je n'avais pas encore la zone des 4 veaux. Et je dis, faites attention, dans toute création, mutation d'entreprise, il y a le personnel. Si on a une PME avec des gens, beaucoup du Cateau, beaucoup de l'extérieur, qui ont la richesse du travail. Et tout à l'heure, on a parlé avec le directeur, il me disait... on a eu raison de rester ici parce que c'est de plus en plus difficile de retrouver des jeunes qui succèdent aux aînés et qui restent fidèles dans le métier du travail, hein. Donc c'est un plus pour le Cateau. C'est aussi une des richesses, c'est le volet agricole, mais sous le volet après le marché aux bestiaux, après tout ce qu'on fait dans le monde agricole, c'est le volet des machines, des réparations de machines. Et puis cette salle a dû s'agrandir, s'ouvrir parce que les engins, vous avez vu, hein, ils deviennent de plus en plus conséquents. D'ailleurs, je pensais qu'on aurait fait l'interview en haut d'une machine, mais vous n'avez pas osé, vous avez le vertige, monsieur Bianco. Non, mais c'est quand même un gros investissement quand on regarde. Je discutais tout à l'heure avec le directeur pour voir où il en est arrivé, c'est à peu près 1,2 million. Et monsieur Bianco, aucune demande de subvention. C'est la culture de certaines entreprises. Donc, ils ont eu quelques surprises liées aux aléas de la conjoncture actuelle. Le principal, ils se sont sédentarisés. Il faut savoir aussi que quand même, leur portefeuille vient beaucoup des environs du Cateau, de l'Aisne, Louvion, la Capelle, et ils sont reconnus. C'est ça qui est important dans ces métiers-là. Le monde agricole les reconnaît, et donc c'est parfait, quoi. C'est que du bonheur pour la ville du Cateau, et la ville du Cateau... en ce moment, attire beaucoup, mais là, c'était depuis 2018. Vous voyez, comme un projet qui germe, il lui faut facilement 4 ans, 5 ans pour aboutir. Qu'est-ce qu'on doit leur souhaiter à eux ? De continuer, de renouveler encore en 2022 ce qu'ils avaient créé en 1960 et de procéder plus régulièrement ce qui avait été dans les années passées à des renouveaux d'équipements. Et notre territoire, celui de l'Aisne et celui du Nouvion-la-Capelle, il restera ancré dans le monde agricole. Donc il y aura besoin toujours de machines, de dépannage, de nouveaux concepts et de s'adapter aussi aux règles économiques liées au monde agricole. Donc on va leur dire que c'est que du bonheur. Aujourd'hui, c'est beaucoup de bonheur, avec une pensée bien sûr pour l'investissement, mais aussi une pensée pour les salariés. Les PME de 12-15 agents, parce qu'il y a des commerciaux, il y a des gens qui restent, il y a des mécaniciens, c'est une richesse de la France et de notre territoire. Donc on ne peut que leur féliciter. Et le fait qu'il y a eu un investissement, c'est encourageant pour l'avenir. Parlons maintenant de la présence du Fraternibus dans notre ville. Crise financière, crise sanitaire, guerre aux frontières de l'Europe, inflation, événements climatiques, tant de mots qui déstabilisent beaucoup d'entre nous. Mais que faire ? Le Secours catholique a quelques solutions. C'est aller à la rencontre, mais surtout dans les territoires ruraux pour offrir un café, un thé, enfin, aider réellement les gens qui sont en demande. Mission très difficile, mais très ingénieuse. Mission du Fraternibus, un reportage de Claude Delcourt. Alors bonjour, je suis Émilie, animatrice du territoire Val d'Escaut, en soutien avec Mélissa, animatrice du Cambrésis, pour présenter le Fraternibus. Alors c'est quoi le Fraternibus ? Alors le Fraternibus était déjà connu du Secours catholique,
Mais dans les Hauts-de-France, on s'est rendu compte après la crise du Covid qu'il y avait vraiment un réel besoin d'aller vers les gens. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que le bus itinérant permettait d'aller à la rencontre de ces territoires ruraux isolés. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes éloignées de centres médicaux, de centres administratifs, voilà, beaucoup de personnes qui souffraient d'isolement et qu'il y avait d'autres personnes qui avaient aussi besoin d'aide et qui ne savaient pas vers qui se tourner. Donc voilà, c'est de ce constat-là qu'on s'est dit, on va aller à la rencontre pour créer du lien, les aider dans leur quotidien, les adresser aussi aux organismes qui pourraient les aider éventuellement dans leur démarche. Et voilà, c'est surtout créer du lien, les sortir de leur isolement et mettre à bien des projets en allant à leur rencontre et non l'inverse pour éviter qu'ils se déplacent ou qu'ils se demandent vers qui se tourner. Voilà. Alors généralement, vous avez beaucoup de personnes qui viennent à votre rencontre. Là, vu le temps, je pense que ça a un petit peu freiné certaines personnes. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine à s'être déplacés pour cette rencontre. Et également parler du rapport statistique de la pauvreté du Secours catholique. Alors justement, on va... quelques chiffres, quelques informations sur ça, justement. Donc le niveau de vie médian des personnes accueillies par le Secours catholique en 2021 est de 548 €. Or, le seuil de pauvreté est de 1132 €. 22% des parts de ménages accueillis sont sans aucune ressource. Et à savoir que le revenu de vie médian en France est de 1887 €. Les besoins exprimés des personnes que nous rencontrons, pour 60 personnes, ils viennent chercher de l'accueil, de l'écoute et des conseils. Nous intervenons pour 18% sur le loyer, les factures d'énergie et l'eau, et enfin 50% sur l'alimentation. Voilà les types de ménages accueillis en 2021. Donc vous avez des hommes seuls pour 22%, des femmes seules 18%, couple sans enfants 5%, mère isolée ça représente 25%, père isolé 3% et couple avec enfants 21%. La nature des impayés en 2021, donc on a 40%, ce sont les loyers, les mensualités d'accession. Pour 18%, c'est le découvert bancaire. Pour 39%, c'est gaz, électricité, combustible. Et 19% pour l'eau. 780 € d'impayé médian. Voilà. Un reste à vivre en diminution. Donc avant le Covid, le revenu arbitrable était de 400 €. Le niveau de vie arbitrable était 295 € et on voit que 2 ans après la crise Covid, le revenu arbitrable est de 390 et le niveau de vie arbitrable est de 280 €. Donc on voit qu'avec le Covid, leurs revenus le reste à vivre est encore en diminution. Alors le Fraternibus, il existe pour créer du lien, pour aller à la rencontre des gens, les sortir de leur isolement, leur apporter des conseils, une écoute, une bienveillance, les aider à aller voir, à les orienter vers les autres associations si besoin ou services administratifs, créer du lien, permettre de créer des activités ensemble. Le bus sera équipé de malles pédagogiques. Dedans, il y aura jeux de société, de quoi faire des ateliers cuisine. Il y aura également un poste avec imprimante, ordinateur pour pouvoir les aider dans leur démarche. Et puis, bien sûr, on veut que l'accueil soit fraternel et convivial. Donc on mettra une table, des chaises, un peu comme vous voyez ici, où on pourra papoter, partager un petit moment. On est là pour vous derrière nous. Là. Voilà, donc on vous invite à boire un petit café, de vous mettre au chaud et voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit convivial et de les aider à mettre à bien des projets, surtout pour créer du lien social. C'est vrai, mesdames. Bon, comme l'a dit Émilie, en fait, le Fraternibus, il a pour objectif de combler un peu nos lacunes aujourd'hui, parce qu'on est surtout implanté dans les agglomérations, mais très peu, je dirais, dans la partie rurale. Donc là, aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers nous. Demain, nous allons aller vers ceux qui ne vont pas chez nous aujourd'hui.
pour différentes raisons, parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Donc je dirais que c'est un peu ça l'objectif du Fraternibus, qui a émergé lié à la crise du Covid. Parce que pendant le Covid, comme on ne pouvait plus se déplacer, il y avait une grande solitude qui s'est retrouvée chez certaines personnes, d'où l'idée de trouver un moyen pour favoriser la convivialité, que ces gens se sentent moins seuls. Alors, parlons maintenant de l'Assemblée générale de la Ligue du Nord de tir sportif. Dernièrement, au théâtre municipal, le département était présent à travers la Ligue du Nord de tir sportif qui tenait son Assemblée générale. Et cela se passait au théâtre municipal à Le Cateau-Cambrésis en présence de M. Serge Siméon, maire du Cateau-Cambrésis, président de la communauté d'agglo du Caudrésie-Catésie, conseiller régional, et de Mme Sylvie Claire, adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental. Les délégués de tous les clubs du Nord et du Pas-de-Calais étaient venus en nombre. Tous les problèmes des clubs ont été évoqués après des mois de Covid. Au théâtre municipal, donc, un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Bon, alors, vous êtes venu faire l'Assemblée générale à Le Cateau. Oui. C'était une idée qui datait de longtemps ? Oh, oui, quand même, puisqu'on a une tradition pour les assemblées générales de Ligue, une fois dans le Nord et une fois dans le Pas-de-Calais. Et cette demande a été faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc une demande officielle. Et c'est difficile pour nous de trouver des lieux, puisqu'il faut déjà une grande salle. Mais il y a aussi la restauration à prévoir. Et la veille, on fait un comité directeur. Donc il faut trouver des salles, un restaurant, de l'hôtellerie, tout ce qu'il faut. Et le club de Le Cateau s'est proposé. On est venu voir, on est venu visiter ensemble les installations qui étaient prévues et ça tombait pile dans ce qu'on avait besoin. Donc voilà. Alors comment se porte la Ligue ? Oh, très bien, je dirais très bien, puisque comme j'ai dit tout à l'heure dans mon rapport, on a une augmentation de licences qui est exceptionnelle, 14% du nombre de licenciés. On arrive maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais plus de 10 800 licenciés. C'est important pour une fédération olympique. Je rappelle quand même une chose, parce que là, les médias ne le savent pas beaucoup. Le tir sportif, c'est le 2e sport individuel au monde, derrière le golf. On dit aussi qu'entre les deux, il y a le tennis. Mais le tennis, il joue à 2, il ne joue pas tout seul. Donc c'est quand même un sport important. Et au niveau des Jeux olympiques, par exemple, il y a 102 nations qui participent aux Jeux olympiques de tir. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres sports. C'est souvent 8, 9, 10 nations. Et c'est extrêmement difficile de se qualifier. Il faut des quotas. Et les quotas sont extrêmement sévères et difficiles à obtenir. Alors vous disiez que la Ligue du Nord est presque la plus importante de France. À quoi vous attribuez cette... Disons, je pense certainement par la vivacité des clubs. La Ligue a fait également la gratuité des licences pour les jeunes, par exemple. On a une grosse augmentation des jeunes, mais également l'attrait dans les clubs, dans les formations. On a fait des formations énormément importantes pour les écoles de tir. On rentre maintenant dans les écoles aussi, chose qui ne se faisait pas avant. Le tir était strictement interdit dans une école. Maintenant, on fait des portes ouvertes, on rentre dans les classes faire du tir au laser. Bien sûr, tout se fait en sécurité. Il y a aussi les médias, on commence à voir des finales olympiques sur l'équipe 21, le dimanche après-midi, on a eu ça il y a 15 jours, et ça attire les jeunes. Et quand on fait des forums, des associations, la fête des sports, etc., les jeunes viennent, ils découvrent cette discipline sportive et s'aperçoivent que c'est pas facile, parce que c'est un gros travail, de l'entraînement. Comme tout sport, il faut beaucoup d'entraînement, de la volonté, et comme ça on arrive effectivement à avoir de la progression, et c'est extrêmement important. On entendait quand même dans vos déclarations que les tireurs sont vieillissants et que les jeunes, ils sont pas assez. Comment vous allez faire pour les attirer ? Ça, c'est notre objectif. Effectivement, beaucoup de personnes âgées, de 3e âge, puisqu'on arrive jusqu'à 70-80 ans, des gens continuent à tirer. Mais le but, c'est d'attirer les jeunes. Et maintenant, avec les jeux vidéo, etc., ils ont du mal à rester dans un stand de tir. Il faut que ça soit ludique, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'il y ait des compétitions ludiques également, même des championnats de France ou autres, qui permettent de les attirer, d'avoir un esprit d'équipe aussi. On fait des équipes de clubs. Et le fait de faire des équipes de clubs, il y a une certaine ambiance, une certaine motivation qui permettra peut-être de les garder. On fait surtout des opérations portes ouvertes. Et là, c'est important, porte ouverte. Il y aura le Téléthon bientôt. Beaucoup de clubs vont faire du Téléthon. C'est de la découverte également. Et dans les écoles, les collèges, les lycées, on a un partenaire important également dans le tir, c'est l'UNSS. Il y a eu d'ailleurs un championnat de France UNSS de tir à Le Cateau il y a quelques années, il y a bien une quinzaine d'années. J'y participais en tant qu'arbitre.
vous dire ici à Le Cateau dans l'association, et c'est important. Il faut qu'on entre dans ce domaine scolaire et il n'y a aucun danger, contrairement à ce que c'est pas du tir western comme on dit, c'est de la concentration, de l'entraînement, de la force physique quand même, parce qu'une arme ça pèse lourd, hein, et au bout d'1 heure ou 2 heures de tir, bah, vous avez mal au bras, vous avez mal partout. Donc il faut une condition physique. Voilà, c'est important. Mais on dit aussi que les féminines sont nombreuses. Alors, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, les féminines, il y en a de plus en plus. Et au niveau international et même au niveau national, les meilleurs résultats, c'est les dames. Alors pourquoi les dames? Je suppose, hein, et je le vois dans mon club, les féminines sont plus assidues à l'entraînement. Plus que les garçons. Les garçons, arrivés à un âge 13, 14, 15 ans, commencent à s'amuser, commencent à autre chose, alors que les filles sont plus assidues à l'entraînement, plus assidues à la performance, et on obtient, nos meilleurs médaillés olympiques sont des féminines. Hein, voilà, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la Ligue? Des médailles olympiques surtout, et puis qu'on continue à se développer. Notre grosse difficulté dans notre sport, que ce soit la Ligue ou même nationale, c'est les installations sportives. On a du mal à avoir des centres de tir. Elles ont malheureusement tendance à fermer, même dans le Nord-Pas-de-Calais. Des clubs sont menacés de fermeture, soit pour des questions de voisinage, le bruit, ça pose des problèmes, ou des projets immobiliers aussi, on a des villes à projets immobiliers, et malheureusement derrière, il n'y a pas de reconstruction. Et un centre de tir, c'est cher, hein, c'est plusieurs millions d'euros. On construit difficilement un centre de tir, plus facilement un terrain de football, malheureusement. Moi, je remercie tout simplement la confiance que la Ligue a fait au président, M. Delattre, Pascal, de lui avoir fait confiance pour être ici aujourd'hui pour leur assemblée générale. Merci au président de club sportif du Nord-Pas-de-Calais d'avoir été présent. Merci à la Ligue et tout son comité d'avoir été présent. Merci pour cette belle journée. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est une réussite. Ils sont satisfaits. On a reçu le président de la Fédération française de tir. Donc c'est une récompense qu'on a donnée et c'est une récompense que Pascal a su honorer et dans la lignée de ce qu'il sait faire au niveau de la présidence de son club. On peut lui dire merci. Ah, merci Pascal, et continue comme ça. Et je pense qu'il ne faut plus qu'attirer les jeunes. Le président de la fédération vient de le dire. Le problème aujourd'hui, c'est d'attirer les jeunes. Pascal fait en sorte de créer un futur avec un partenariat avec le collège. Signer une convention avec le collège qui pourrait faire en sorte de mêler un petit peu, comme le président de la fédération vient de le dire, mêler le tir, les FNSS, les jeunes, et d'essayer de les faire venir au stand de tir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la présence de cette instance ici alors? Alors je vais d'abord parler en tant que conseillère départementale du canton, parce que c'est vrai que moi, au titre des AIL, Actions d'intérêt local, c'est une enveloppe en fait sur laquelle on étudie des dossiers de financement pour les associations, pour leur reconnaissance. On sait qu'elles ont eu un peu de mal, l'après-Covid a été très difficile pour elles, et le département du Nord et nous, Yannick et moi, conseillers départementaux, en fait avons à cœur de pouvoir aider l'ensemble des associations, et donc c'est aussi pour ça que nous avons pu aider et faire le choix de venir soutenir le club de tir du Cateau. Donc d'où ma présence ici, dire que c'est un beau club, le Cateau. Il est très bien, il a une belle infrastructure. Alors ça, on le doit à la municipalité du Cateau, à monsieur le maire, et puis à Michel Richard, l'adjoint au sport, parce que c'est vrai que c'est vraiment un bel équipement et dans lequel ils peuvent s'épanouir et en tout cas avoir plusieurs disciplines de tir. Et puis ensuite, ce que je peux dire en tant que vice-présidente en charge du handicap pour le département du Nord, c'est que je suis très heureuse parce qu'il y a le handi, le handi et le paratir. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Toutes les ligues ne l'ont pas, tous les sports ne le sont pas, mais ça c'est vraiment une fierté parce que voilà, l'inclusion c'est
que quelle que soit la singularité que l'on peut avoir, que l'on soit jeune, moins jeune, fille, garçon, voilà, que l'on soit avec des difficultés ou sans difficultés, l'accès au sport, en tout cas, est un atout. Et puis, comme je dis toujours, la somme de nos singularités fonde notre société. Donc, je pense que la Ligue et la Fédération française du tir l'ont bien compris. Donc, voilà les deux versants que je pouvais dire. Et encore merci à Monsieur Delattre de toujours nous associer, la municipalité et moi-même, à ces assemblées générales. Et puis, fier de vous soutenir et fier que vous ayez pu faire rayonner à la fois la ville du Cateau et le canton du Cateau à travers la sphère du département du Nord. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de recevoir l'Assemblée générale de la Ligue par ici? C'est une grande fierté. Une année c'est dans le Nord, une année c'est dans le Pas-de-Calais. On ne l'a jamais fait. C'est vraiment, ça fait 30 ans que je fais partie du club de tir de Le Cateau, dont 20 ans de président. Et puis ça a été un petit challenge et puis pourquoi pas. Ça fait vivre nos commerces. On a parlé du musée Matisse, on a parlé de l'hostellerie, du théâtre, du musée, enfin plein de belles de monuments ici à Le Cateau. On parlait aussi des restaurants, on parle de pas mal d'affaires. On fait vivre des commerçants, c'est ça qui fait plaisir. Bon, après, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que nos élus étaient derrière moi. Monsieur le maire, tout à l'heure, il nous a fait un discours. On voyait que ça sortait du cœur, tout ce qu'il disait. Et que Michel, Sylvie, tout ça qui sont derrière moi, à notre écoute. Et que à chaque fois qu'on a besoin, ils sont là. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à vos adhérents aujourd'hui? Même mes bénévoles. Je ne pourrais pas accueillir plus de bénévoles. Il y a déjà 6 personnes qui m'ont donné un coup de main ici. Ils ont assuré pour le service, pour la préparation de la salle. Je remercie vraiment mes bénévoles et j'ai une sacrée équipe. On est fiers ici au Le Cateau avec mes bénévoles. Où est-ce qu'on en est avec l'école de tir? L'école de tir, il faut voir ça avec Nathalie. On a récupéré, on a une bonne dizaine de jeunes qui sont très assidus. La semaine dernière, on a fait une petite initiation avec Halloween. On a accueilli Halloween chez nous dans notre club de tir. Et ça a très très bien marché. Ils sont partis tout le monde heureux avec des bonbons, avec des biscuits, des gâteaux. On a fait des crêpes, on a fait pas mal d'affaires. Donc ça a très bien marché. La prochaine occasion, ça sera Noël qui approche. Là, c'est dans... Donc, dans un mois, on va dire, on fera pareil, une petite animation pour les jeunes. Et bon, c'est bien de faire du tir, mais c'est bien de faire une petite journée récréation pour ça. Ça change. Voilà. Alors, on entend parler d'un partenariat avec le collège. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est pas fini, mais bon, pour la fin de semaine, on aura conclu ça. Donc, tous les 6e, 5e du lycée... du collège, ils vont venir s'entraîner au club de tir. On va faire des initiations avec eux. Au lieu de faire du basket, du foot, tout ça, ça va leur changer. Ils vont faire du tir. Pourquoi pas? On n'y a jamais pensé. Et en plus, ça sera pas mal parce que l'UNSS s'est reconnu avec le tir. Et donc, j'espère avoir quelques équipes qui vont représenter la ville de Le Cateau. Parlons maintenant de l'Assemblée générale de Zik-en-Stock. Les 5, 6 et 7 mai prochains, le Cateau-Cambrésis va vibrer sous les décibels des festivaliers invités par l'association Zik-en-Stock. Mais avant l'arrivée des festivaliers, il faut bien préparer les conditions d'accueil. On peut supposer que c'est l'un des grands objectifs de l'organisation de l'Assemblée générale de Zik-en-Stock. Écoutons plutôt les intervenants nous faire le compte-rendu de l'Assemblée générale. Reportage Claude Delcourt. Alors aujourd'hui c'est la rentrée des classes pour l'association Zik-en-Stock. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas tous retrouvés autour d'un moment, on va dire, convivial et festif depuis le mois de mai. Donc là c'était on va dire l'Assemblée générale, on va dire la réunion de rentrée aussi, où voilà, on fait le bilan souvent de l'édition passée et aussi on fait les projections pour 2023. Donc c'est vrai que le bilan de l'édition 2022 est assez positif, même si forcément, comme tous les événements locaux, ont eu beaucoup moins de fréquentation, alors locaux et nationaux. Forcément, on fait partie, le Festival Zik-en-Stock fait partie du milieu de la culture. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même cette année, on va dire l'après-Covid est difficile pour le milieu de la culture. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que
on a eu moins de monde comme tout le monde, mais malgré ça finalement l'association voilà, se porte bien. On a un nombre toujours aussi important de bénévoles et finalement on s'est rendu compte que voilà, les festivaliers sont derrière nous, donc voilà, c'est de bon augure pour 2023. Donc voilà, donc 2023 est en cours, ça y est, c'est parti. On a annoncé les premiers groupes sur les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir confirmé les Marcel et son orchestre, que beaucoup nous réclament. Voilà, donc on espère que on verra, voilà, on voit de plus en plus de Cartésiens chaque année au festival. Donc j'espère que ça va encore amener encore plus de Cartésiens et aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la culture punk, parce que un événement musical, c'est aussi voilà, de la découverte, avec des groupes voilà, confirmés. Donc voilà, donc il y aura forcément tout le temps cette tendance punk et ska, avec des gros noms voilà, de la culture punk mondiale, voilà, avec des gros noms aussi de la culture ska, avec des groupes un peu plus, voilà, populaires comme les Marcel. Voilà, donc voilà, venez nombreux et voilà, tout le monde est bienvenu en tout cas au festival. Bah oui, c'est vrai que c'est la première année où on part sur voilà, 3 jours. Voilà, on va essayer. Voilà, c'est la première fois, donc voilà, 3 jours, ça veut dire 3 fois plus d'investissement. Maintenant, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a une super équipe et voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, sachant qu'en plus il y a un lundi férié. Donc forcément, ça va permettre aux gens de se déplacer et de profiter aussi des groupes, du camping, mais aussi de notre belle ville qui est la ville du Cateau. Voilà. On rappelle donc c'est aux alentours du 8 mai, c'est ça? Alors les dates, c'est 5, 6, 7 mai 2023. Voilà. Et toujours au même endroit? Toujours au marché aux bestiaux. Voilà, comme chaque année, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un lieu qui gagne. Voilà. Avec un lieu légèrement modifié que vous allez vous adapter? Un lieu modifié, mais finalement modifié dans le bon sens du terme, hein, surtout dans le bon sens pour nous. Parce que c'est vrai que bon, voilà, on s'est toujours adapté à des conditions parfois compliquées, hein, un terrain un peu compliqué à appréhender, notamment pour monter la scène, le chapiteau. Mais c'est vrai que maintenant on a une plateforme voilà, toute nickel, toute propre, bien faite, et c'est vrai que ça va nous permettre voilà, de nous soulager. De soulager sur certaines tâches qui d'habitude voilà, prenaient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et voilà, donc des modifications, des bonnes modifications voilà, pour que la fête soit réussie. Voilà. Avec Marcel et son orchestre. Voilà, avec Marcel et son orchestre. Voilà. Et d'autres groupes. Voilà, et d'autres groupes. Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter ce journal. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre dans les réseaux sociaux et suivez-nous aussi dans nos multiples rediffusions. Je vais donc vous souhaiter une excellente semaine et à nous revoir prochainement. En vous remerciant tous.